Hello les TG3, écoutez, j'ai un petit quart d'heure à tuer là, donc je me suis dit que probablement ce soir vous alliez vous ennuyer et que vous n'avez rien de particulier à faire, donc voilà, me voilà et je vais finir très très rapidement la première partie du chapitre. On enchaînera sur la deuxième probablement un petit peu demain. Il nous restait à voir un dernier point dans cette partie qui énumère un petit peu les pôles et les aires de puissance. Il nous reste un dernier espace et pas des moindres, hein, ce sont les interfaces, qu'elles soient à la fois terrestres ou maritimes, qui deviennent des lieux majeurs de la mondialisation. Vous voyez ici quelques illustrations sur lesquelles je vais revenir, mais vous voyez ici on a donc une frontière. Je vais préciser après, hein. Mais il faut bien comprendre que pendant longtemps, la frontière, c'était un lieu qui était totalement inintéressant sur le plan économique, puisque c'était en fait une limite, hein, ce qu'on appelait à l'époque de l'Antiquité, notamment pour l'Empire romain, un limes, hein, donc un bout de terre, hein, une fin une fin de territoire qui était délimitée par une frontière, et donc il ne se passait rien, hein, si ce n'est que sur cette ligne, généralement, on trouvait des murs, on trouvait, alors on en, je dis, on trouvait, on en trouve encore, hein, il suffit d'aller voir ce que Trump a fait au Mexique, même s'il a, heureusement il n'a pas eu le temps de finir, mais il y a des murs aussi encore de nos jours. Mais vous aviez des postes frontières, voire des postes militaires, hein, qui étaient là pour surveiller ce qui se passait de l'autre côté, hein, et contrôler d'éventuels mouvements de troupes pour une éventuelle invasion. Donc, pas d'habitation, hein, pas d'intérêt à vivre dans une zone potentiellement dangereuse, et encore moins d'activité économique. Donc une présence douanière, voire militaire, et c'était tout. Maintenant, alors je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les frontières, mais tout au moins des frontières pacifiées et si possible de pays de même niveau en termes d'IDH, hein, par exemple. C'est le cas par exemple de l'Union européenne, hein, donc les frontières ont disparu. Et à partir de là, il est possible de circuler librement et donc d'y développer des activités. On peut avoir un intérêt aussi quand on a deux pays qui ne sont pas au même niveau de développement. Je ne sais plus si. Non, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, je vais improviser sur un truc. On a donc, si on a deux pays qui sont légèrement, il y a un léger différentiel sur un plan de développement, ça peut être aussi très intéressant pour l'un et pour l'autre. Et ce que vous voyez ici, c'est en quelque sorte ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'ici, on a la frontière entre les États-Unis à droite et le Mexique à gauche. On voit bien donc la différence claire de territoire, avec d'un côté ici au Mexique un entassement, hein, on voit bien d'habitations, mais c'est pas vraiment des habitations, c'est plutôt des usines, des entrepôts. Les habitations, elles sont un peu plus loin. Donc ici, on voit quelque chose, voilà, un bâti très important, donc une densité de population et d'activité très importante, alors que du côté américain, finalement, on est plutôt dans quelque chose de verdoyant. Il y a de l'agriculture irriguée, manifestement, et puis vous avez ici quelques petites concentrations d'habitation, mais beaucoup plus réduites, qui correspondent, on va voir, à des gens, à des ingénieurs généralement. On est sur des gens qui ont un bon niveau de vie. Et vous voyez, c'est ce qu'on retrouve un petit peu ici, sur ce schéma. Alors, c'est pas tout à fait le même endroit, mais c'est le même principe et c'est toujours à la frontière mexicaine. D'une ville côté mexicain, américain qui s'appelle par exemple Calexico. On voit donc une petite ville, hein, et puis de l'autre côté de la frontière, vous avez une ville beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante, beaucoup plus peuplée, qui s'appelle Mexicali. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle le système des maquiladoras. Bon, c'est un terme mexicain, hein, qui veut dire plus ou moins les usines, les manufactures. Et en fait, c'est les Américains qui ont plus ou moins breveté le système, hein. C'est-à-dire que on a ici aux États-Unis le pays qui est
ouais, le pays qui est le premier pays, j'allais dire un terme qui ne convient pas à un portateur, mais d'immigration. D'immigration au monde. C'est le premier pays d'immigration au monde. Le Mexique est le premier pays d'émigration au monde. Donc ils sont faits pour s'entendre. Vous avez ici le pays qui, voilà, qui voit sa population partir, hein, et c'est le premier du monde, et puis ce pays qui est le premier pays d'accueil pour ceux qui partent. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien entre les deux. Et ça pose problème aux États-Unis, encore plus quand c'était la période de Trump. Donc, soit on y va à la barbare et on transforme les Américains, voire les Mexicains, parce que Trump avait fait le pari que c'était les Mexicains qui allaient construire leur propre mur. Hein. Donc, les Mexicains deviennent des maçons, ils font un mur. Dans une époque un peu plus lointaine et un peu plus subtile, on va dire, les Américains ont breveté, je vous dis, ont inventé un système qu'ils ont trouvé très intéressant. C'est-à-dire que les usines américaines, ici, sur le territoire américain, on les a basculées du côté mexicain. On a d'abord signé un accord de libre-échange, hein, on en a déjà parlé dans un précédent chapitre. Vous connaissez l'Union européenne, mais il y a d'autres hein, associations de libre-échange qui ne sont pas forcément aussi élaborées que l'Union européenne, mais sur le continent américain, tout en Amérique du Nord, vous avez l'ALENA, hein, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc on met ça en place, c'est-à-dire qu'on supprime les taxes douanières entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc du coup, on peut faire circuler des marchandises librement. C'est pas comme l'Union européenne, il n'y a pas les hommes, il n'y a pas les capitaux, etc. C'est simplement les marchandises. Donc, on installe les usines du côté mexicain. Si les produits repartent après, c'est pas un problème puisque ça fait partie de l'ALENA, il n'y a plus de taxes. Donc on développe les usines ici, hein, et puis on fait travailler les Mexicains, en disant bah, venez, il y a du travail. Parce que finalement, pourquoi les Mexicains franchissent la frontière pour les États-Unis? Bah, c'est pour trouver du travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail au Mexique. Donc, là, les Américains essayent de juguler en quelque sorte l'immigration en disant bah, plus la peine de venir chez nous, restez chez vous, on amène les usines chez vous. Donc, du coup, les Américains implantent des usines, font travailler les Mexicains, vous avez compris, j'imagine où je veux en venir, double avantage pour les Américains qui freinent considérablement l'immigration, parce qu'à partir du moment où on peut être mexicain et avoir envie d'aller ailleurs, si on trouve du boulot chez soi, bah, finalement c'est quand même pas plus mal. Donc les Mexicains viennent en masse hein, s'agglutiner ici dans l'espoir de trouver du boulot. Et puis du coup, bah, pour les Américains, c'est tout bon puisqu'il y a du coup beaucoup moins de Mexicains qui franchissent la frontière. Et puis en plus, bah, du côté mexicain, vous imaginez que les salaires des ouvriers mexicains, ils sont beaucoup moins élevés que les salaires des ouvriers américains. Donc les entreprises américaines qui s'implantent là font une belle opération financière puisqu'ils baissent leurs coûts de production et le gouvernement américain, il est content parce qu'on freine aussi l'immigration. Alors vous allez me dire, ok c'est bien, mais pour le Mexique, quel intérêt? Pour le Mexique, ça a un gros intérêt, c'est que dans un pays où il n'y a pas beaucoup de boulot, d'un seul coup, il y en a. Hein. Donc il n'est pas très bien payé, c'est pas des super boulots, mais au moins on a un job et on a un salaire plus élevé. Mais par contre, ça a quand même, on va dire, des incidences non négligeables, puisque, hein, vous voyez un peu, hein, c'est dense. Hein. Le problème, c'est que voilà, ça s'est su assez rapidement au Mexique qu'il y avait du travail au nord. Et donc, on a assisté, et c'est encore une réalité, hein, vous le voyez ici par ces flèches vertes, hein, qui ont incité, finalement, ces maquiladoras ont incité les Mexicains du sud du pays dans des zones qui sont très arides, hein, avec peu d'espoir, avec une agriculture vraiment de subsistance, hein, ces gens-là, happés par la possibilité de trouver du travail, ont commencé à migrer vers le nord. Donc on a un Mexique qui est complètement coupé en deux maintenant, avec un nord qui est surpeuplé et un sud qui est complètement déserté. Donc ce qui pose un problème d'aménagement du territoire, et notamment même ici, parce que vous pensez bien qu'il y a beau avoir pas mal d'usines, il n'y a pas de boulot pour tout ce monde qui débarque au quotidien dans la ville, et donc que ce soit Mexicali ici, ça pourrait être Tijuana, c'est pareil, hein, avec San Diego, on pourrait avoir ici San Diego et Tijuana, hein, d'avoir une ville
où il y a énormément de monde, mais où il n'y a pas de travail pour tout le monde, et donc se développe, vous imaginez, la criminalité, la prostitution, la drogue, et donc ce sont des villes où il règne une violence terrible. Et donc nos petites concentrations humaines du côté américain, bah, c'est tout simplement les ingénieurs, hein, qui viennent le matin, traversent la frontière, vont encadrer les ouvriers mexicains et le soir refranchissent la frontière et repartent dans leur petite villa. Je rappelle que si on prend l'exemple ici, c'est à peu près la même chose, hein, je vous dis San Diego et Tijuana, on est vraiment à la frontière mexicaine avec l'océan Pacifique ici, hein. Bah, San Diego, c'est, je sais plus, c'est une petite ville, hein, c'est vraiment une petite ville pour les Américains. C'est 80 golfs. Il y a 80 golfs autour de San Diego. Donc, bah, les ingénieurs, quand ils rentrent chez eux, pour tuer le temps, pour s'oxygéner un peu, changer d'air, bah, ils font du golf. Ce que font bien sûr pas les Mexicains, puisqu'il n'y a pas la place et pas l'argent non plus. Donc voilà un peu le système des maquiladoras. Et ça, vous voyez, bah, c'est ce qu'on appelle une interface aussi. L'interface, ça peut être une interface maritime, donc entre la terre et la mer, hein, où on a vu, hein, ce sont les ports par exemple, avec les hinterlands, souvenez-vous, qui créent une zone dynamique entre deux milieux différents, la mer, la terre. Là, vous avez une autre interface, qui est une interface terrestre, qui finalement crée des lieux, des liens d'échange très, très denses, très étroits, hein, entre deux territoires différents, deux pays de type différents. Donc c'est une interface terrestre là, qui joue sur, voyez, l'inégalité de développement et de richesse des deux pays. Avec le risque, bien sûr, aussi à terme, hein, pour ces maquiladoras, c'est que ben, le jour où les entreprises américaines considéreront que bah, les Mexicains coûtent peut-être plus cher que ce que coûtent finalement les travailleurs chinois, eh ben, on ferme les usines à Mexicali et on les embarque, euh, on délocalise en Chine. Ce qui fait que bah, là, ça serait la catastrophe économique pour les Mexicains. Donc en fait, les Mexicains n'ont pas beaucoup d'autres perspectives que s'ils veulent se dégager en quelque sorte de l'emprise des États-Unis, c'est de commencer à fabriquer leurs propres produits qui, à terme pour exister, devront concurrencer les autres produits qui sont vendus dans le monde. Mais j'ai pas souvenir que, par exemple, le Mexique ait fabriqué une voiture mexicaine, ou qu'il y ait un téléphone mexicain, ou qu'il y ait des télés mexicaines. Donc, le temps qu'ils en fabriquent et le temps qu'ils en fabriquent de suffisamment de bonne qualité et qui deviendrait suffisamment emblématique pour rivaliser avec les grandes marques mondiales, qu'elles soient chinoises, enfin asiatiques de manière générale, américaines ou européennes, c'est pas demain que ça va se faire, hein. Donc on est dans un pays qui est vraiment sous la dépendance des États-Unis. Voilà, alors j'ai été un peu long là-dessus parce que ça méritait, je pense, une explication, mais voilà, hein, ça se résume en trois lignes dans l'absolu, hein. Voilà, une frontière entre deux pays, on joue sur le différentiel de développement et de richesse. Les riches installent les usines chez les pauvres, ça limite l'immigration, ça permet de baisser les coûts de production. Les pauvres, eux, ils sont contents parce que ça leur fait du boulot, même s'ils sont exploités. Dans une autre approche, mais l'objectif est à peu près le même, hein, vous avez ce qu'on appelle les zones franches. Alors ces zones franches, ben, c'est la Chine qui les a inventées. Maintenant, on en trouve un peu partout dans le monde. Eux, ils ont des... La Chine, c'est un pays officiellement communiste, hein, qui ne veut pas s'ouvrir au capitalisme, mais qui ont bien compris que le capitalisme pouvait leur rapporter des choses, hein. Et donc ça a commencé dans les années 70-80, plutôt dans les années 80 d'ailleurs, où la Chine a essayé de trouver un équilibre, un compromis, où ils pouvaient bénéficier du capitalisme, tout en ne remettant pas forcément en cause le communisme. Parce que, attention, hein, dès que le capitalisme entre dans un système, bah, il gangrène, hein, il se développe et finalement fait des adeptes et remet un peu en cause le modèle en place. Donc, les Chinois ont décidé de mettre en place des zones franches. Les zones franches, c'est des petits bouts de territoire, des morceaux de port,
un quai, ou alors, je vous dis, un bout de territoire, hein, marqué par des grilles, voire des murs aussi, où la Chine a proposé à des firmes transnationales de venir s'installer. Donc vous pouvez venir, on vous offre un avantage, vous ne payez pas de taxes ni d'impôts sur la terre sur laquelle vous allez vous installer. Donc pendant 10 ans par exemple, hop, vous ne payez pas ni d'impôts ni de taxes. Par contre, en retour, vous embauchez des Chinois dans vos usines. Donc voilà, la zone franche, c'est un territoire qui est clairement délimité et qui offre des avantages pour attirer les investisseurs en quelque sorte, hein, ou les grandes firmes multinationales qui sont prêts à s'installer. Alors vous en avez une ici, hein, donc pour vous montrer que ça se développe partout. Hein, donc là on est sur la côte est africaine, à Djibouti. Voilà, ça c'est la porte d'entrée, enfin un peu comme un péage, hein, vous voyez. On rentre et à l'intérieur, bah, vous avez une zone détaxée, dédouanée, dans laquelle on peut installer des usines. Donc c'est clairement, vous voyez, délimité. On peut imaginer qu'il y a des murs aussi à côté. Alors, quel intérêt pour la Chine? Vous allez me dire ce que je disais, que ça gangrène. Alors, ils ont bien délimité, ils ont bien fermé, hein, c'était vraiment quelques zones par-ci par-là. Et l'argent qui était généré, parce que forcément, les ouvriers qui ne travaillaient pas et qui là travaillent gagnent de l'argent qu'ils n'avaient pas avant, donc ils dépensent, donc ils injectent de l'argent dans le commerce chinois. Et ben, les bénéfices que la Chine faisait, elle le prenait, hein, ce bénéfice, et elle s'en servait pour le réinjecter à l'intérieur du territoire, pour moderniser le territoire, parce qu'ici on a une Chine vraiment qui est coupée en deux. Hein. Vous avez tout ce qui est plus ou moins la façade littorale et les quelques terres à l'intérieur, ici, où là on est dans on a les principales densités de population, les principales richesses, les principales activités économiques, et plus on part vers l'ouest, plus on arrive sur des territoires arides, complètement désolés, très peuplés, très peu peuplés. Hein. Là, vous avez le désert de Gobi, hein, peut-être que ça vous dit de nom. On parle beaucoup du Sahara, en fait, mais le désert de Gobi, les conditions de vie sont encore pires qu'au Sahara. C'est considéré comme étant le lieu le plus aride de la planète. Et donc, bah voilà, il faut l'aménager, il faut de l'argent, et cet argent, bah, la Chine le pique un peu aux capitalistes, hein, pour ensuite essayer de moderniser un peu l'intérieur de son territoire. Donc c'est assez malin, et puis ça s'est développé à peu près dans tous les pays. La France, on a même aussi des zones franches. Donc ils ont essayé d'en mettre en Seine-Saint-Denis, par exemple, donc dans le 9-3, là, la banlieue nord de Paris, en disant bah, on va faire des zones détaxées, hein, ça va attirer des entreprises dans un endroit qui est voilà, qui est pas super, qui n'a pas une image de marque extraordinaire, avec un taux de chômage important, de la violence, etc. Donc voilà, on va ouvrir des zones pour que des firmes multinationales s'installent, qu'ils embauchent des gens du quartier, et puis voilà. Bon, bah, c'est pas très sexy apparemment parce que ça marche pas trop. Mais la Chine, ça marche bien. L'Afrique, ça commence à bien se développer aussi. Donc, en résumé, vous voyez, les espaces frontaliers sont devenus des leviers d'intégration régionale, comme entre les États-Unis et le Mexique, avec les maquiladoras. Les façades maritimes, comme celle de l'Asie du Sud-Est, concentrent les plus grands ports et sont au cœur des échanges maritimes mondiaux. Shanghai, Singapour abritent souvent des zones franches, donc des territoires délimités où les firmes transnationales peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Voilà, eh ben, écoutez, j'arrête là pour ce soir. J'avais dit 10-15 minutes. Bon, bah, je fais un petit 20, comme d'habitude. Je parle trop. Mais j'espère que ça a été clair. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, parce que demain, je ne pourrai pas faire une séance avec vous de vidéo, je pense pas. Mais écrivez-moi s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Demain, j'avance un peu, je vais enregistrer une vidéo, je vous la transférerai pour le week-end. Et puis, ben voilà. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot de phrase en disant voilà, tel truc j'ai pas compris, ou ça c'est pas clair, ou on a ras-le-bol de vous entendre. Mais voilà, si vous avez quelque chose à signaler, faites-le. Et puis sinon, bah, pour mes amis Globetrotters, hein, il va falloir commencer à préparer sa valise virtuelle. Hein, donc, je vous ferai un petit peu l'état des lieux de ce que vous avez besoin de prendre. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite.